Alors, qu'est-ce que j'entends? Qu'il y a une nouvelle série Netflix, que ça parle de MMA et que tout le monde est unanime pour cracher dessus? Alors, tu me connais, plutôt que d'écouter les avis des mecs qui n'ont jamais fait 3 pompes de leur vie, je me suis dit que je vais me faire ma propre opinion. Alors, évidemment, il y a des problèmes entre les clichés banlieue, femmes battues, combat clandestin avec des néo-nazis. Le scénario de ouf, un gars, son coach ne veut pas de lui. Par contre, GSP et John Jones sont là pour l'entraîner. Et en 5 combats, il devient champion. Ok. Et puis après, voilà, quand tu as un peu l'œil du fighter, tu vois que les adversaires ont 25 kilos d'écart à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que moi aussi je vais défoncer cette série? Eh bien non. Alors attends, calme-toi. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai bien aimé. Mais plutôt que de crier avec la meute, de clasher pour clasher, c'est pas mon genre, je me suis fixé un challenge. Donc 5 épisodes, donc je me suis dit je vais trouver 5 points qui m'ont plu, 5 points où la série a vu juste. Crois-moi, c'était pas facile. Petit préambule avant de commencer, il n'y aura pas de spoiler, peut-être 1 ou 2 quand même. Et après, je ne vais pas parler de cette série au niveau réalisation, montage, je ne m'y connais rien. Moi au contraire, je vais plutôt parler de ça avec ma vision d'ancien combattant professionnel et de coach. Allez, c'est parti, on y va. Écoute, t'as peut-être l'impression que je te regarde pas, mais je vois tout ce qui se passe au club. Alors ça commence très fort, le coach voit tout. Oui, ça m'a plu parce que c'est vrai, oui, le coach voit tout. Surtout quand tu as un élève qui te dit qu'il veut faire des combats, le coach t'a repéré bien avant que tu en parles. On les voit, les gars qui sont toujours en retard, les gars qui mettent les bandes au lieu de faire l'échauffement, les gars qui font tout pour esquiver les exercices difficiles, les gars quand tu leur dis bon bah vas-y il faut faire 500 genoux, ils en font à peu près 150 puis ils disent oui coach j'ai fini, ça y est c'est fini 500 bien sûr. Les gars qui en sparring ils aiment bien taper les plus faibles et puis dès qu'il y a un mec un peu solide en face, qu'est-ce qu'ils font? Ouais on y va tranquille, attends j'ai mon protège tibia qui est en train de s'enlever, faut que je le remette. Ah attends il y a mon short qui tombe, faut que je le remette. Toujours une excuse, ces gars on vous voit, on voit donc oui c'est vrai. Ça commence fort, un bon point pour la cage, ça m'a plu, on voit tout. Si j'avais signé ailleurs, j'aurais pu gagner plus. Non, pas vraiment. Même en signant à l'UFC, tu gagnes pas plus au début. Le seul moyen de gagner vraiment beaucoup d'argent dans ce sport, c'est devenir une star. Deuxième point, les salaires des combattants. Alors ça aussi, ça m'a plu par justement, c'est pas de te faire croire que tu vas devenir riche avec des fights. Bon, déjà le sport en général, c'est pas très bien payé, mais alors, le monde du combat, c'est encore pire. Faut pas se faire voir par l'arnaque du mot, du statut professionnel. Du coup, tu entends professionnel, tu dis bon, bah c'est sa profession, évite ça. Non, ça veut juste dire que pour un combat, on te donne quelques billets, et puis voilà, c'est tout. Personne ne vit des combats. Surtout pas d'ailleurs dans un des pays avec le niveau de vie le plus cher de la planète. Là, c'est foutu. Imagine, tu vas faire un combat en France ou en Italie, on te propose 1500 €, tu reviens, tu as ton loyer à payer à peu près 2000 balles, ton assurance santé, allez, tu peux utiliser 500 balles. Après, tu vas au physio et au kiné avant le combat, après le combat, à chaque fois au-dessus de 100 balles. Tu vas pas manger de la malbouffe, tu vas manger bien, tu vas manger comme il faut, tu vas manger des protéines, ça en a pour 600 balles. Donc non, avec les 1500 balles, tu payes rien, tu payes même pas ton loyer. Et d'ailleurs, ils en parlent très dans la cage. Même les grands noms, même les stars, alors ils ont des meilleures primes bien sûr, mais ce qui participe à leur richesse, surtout tout ce qui est sponsoring, marketing, apparition dans les séries, à la cage, GSP, John Jones, j'aimerais bien savoir combien ils ont touché pour leur petite participation. Donc voilà, encore un point pour la cage, décidément, quelle bonne surprise. Tu continues à te changer? Ouais, je me fais juste une petite sèche de 45 jours. Une sera avec l'Enbutérol. Troisième point, le dopage. Alors ça m'a plu. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ils n'ont pas juste dit « Ah bah dopage, le truc qui te rend plus fort et on ne sait pas ce qui se passe ». Non, ils ont utilisé le bon mot, clenbutérol. Tu sais ce que c'est? Alors c'est une substance interdite. Donc à la base, c'était utilisé pour les bœufs, pour faire de la viande, pour faire de la masse. Et du coup, ils se sont aperçus que justement, en plus de faire de la masse, ça te réduit les graisses, ça te fait plus de muscles. Et surtout, il y a un effet secondaire, tu as un meilleur cardio. Donc tu te dis, oh, bah, c'est quand même dingue. Et ce qui est super intéressant, des vrais grands noms, on dit lesquels? Allez, on balance. Canelo, lui-même, regarde-moi ce bestiau. Tu crois qu'il a eu cette musculature en faisant quoi? 4 séries de 10 pompes et un peu développé couché? Non, clenbutérol. Bon alors, pour sa défense, il nous a fait le coup du « Moi, je n'étais pas au courant, j'ai mangé du bœuf, et il se trouve que ce bœuf était nourri au clenbutérol. » Du bœuf. Ça, alors, où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Beef. I like beef. Beef makes you strong. Cow beef, horse beef. I eat like... Écoute, moi aussi j'en mange du bœuf, je crois qu'on mange pas le même. Hein. Hop, important, j'oubliais. Donc pour les jeunes qui regardent ça et qui sont censés se dire « Ah mais super, c'est drogue, c'est magique ». Non,
Ne touche pas à cette merde, ça ne vaut pas le coup. Ça va te faire des palpitations, tu peux te faire un arrêt cardiaque, donc non. En plus, si c'est pour toucher 1500 francs qui ne paiera même pas ton loyer, oublie. Non, ne touche pas à cette merde. Je suis sérieux. À la tienne. Quatrième point, la trahison. Je suis violence parce que je suis trahison. Eh oui, tu vois, dans ton gym, t'as des gars que tu vois tous les jours qui s'entraînent avec toi. Des fois, ils t'appellent poteau, des fois, ils t'appellent frérot. Mais ça ne veut pas dire que ces mecs, ils te veulent du bien. Alors moi, dans mon humble expérience, il m'est arrivé 2 situations comme ça. La première, c'était à Tokyo, donc dans le team de fighter. Il y avait un Italien, lui il était plutôt niveau MMA, mais donc il sait se faire sa place. Et à chaque fois, il me voyait des « Hey Christophe, mon pote, mon bro, on est des gaijins tous les deux, on est Européens. Ouais, mon pote, vas-y, c'est trop cool. » Et donc il était tout le temps comme ça. Et une fois, j'ai un gros fight qui approche, et j'avais une petite douleur un petit peu aux abducteurs, j'avais du mal à faire des blocages. Et donc la semaine du fight, vas-y, on fait les petits drills tranquilles, pam pam. Et qu'est-ce qui se passe? Il me l'a fait à la traître, à la fourbe. Léger, fort, il m'a collé un gros kick, mais un kick chelou, une sorte de kick penalty qui arrivait exactement là où j'avais mal. Tu as un endroit où tu as mal et il y a un endroit où il a tapé pleine puissance. Alors, pourquoi il a fait ça? Je ignore. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que peut-être juste il aime pas ma gueule? J'en sais rien. Mais toujours est-il que oui, ça arrive, trahison. Deuxième point aussi, pareil, là c'est quand je me préparais pour aller au Thai Fight. Donc tu vois, je m'entraînais pour combattre des gros Thaïlandais énervés sans les gants avec des petites bandes. Donc je suis à l'entraînement, bam, 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 entraînement. Je suis à quelques jours de prendre l'avion. Et là, je sors du gym, je prends la veste. Tiens, mon portefeuille. Eh oui, pas de portefeuille. Et dans ce portefeuille, il y avait quoi? Eh ben super, tu perds ta carte d'identité, ton permis de conduire, ta carte de crédit. Et ce jour-là, comme par hasard, j'avais 300 balles. Je m'en souviens parce que normalement, j'ai rien du tout. Là encore, dans ce gym, il y a juste tes partenaires d'entraînement. Il n'y avait pas de visiteurs. Donc, le mec qui m'a piqué mon portefeuille, il savait très bien qu'il allait me mettre dans la merde parce que j'allais prendre l'avion le week-end carré. Alors, ok, il me reste mon passeport, mais ce qui fait chier, c'est tout le reste. Les papiers d'identité, les cartes de crédit, les trucs, faire opposition. T'as pas le temps, t'es sur ton fight, t'es concentré. Donc, encore une fois, la trahison, encore un bon point pour la cage. Décidément, on ne s'y attendait pas, mais c'est vrai. Après un chaos, il y a surtout l'aspect psychologique. Après un choc extrêmement violent comme celui que votre corps a subi, ça peut être des maux de tête, des troubles de la vue, des tremblements. Il faut surtout faire une pause et se faire aider. 5e point, la perte de confiance du combattant. Oui, ça aussi, c'est vrai, c'est un vrai truc. D'ailleurs, GSP en parle dans une interview, ça arrive même aux meilleurs. Il y a des gens, des fois, quand ils subissent un échec, ils perdent toute la confiance et puis ils ne reviennent plus jamais les mêmes. J'ai même vu des psychologues sportifs pour m'aider à passer à travers parce que tu perds énormément de confiance. Bien sûr, quand tu prends un KO, tu commences à te demander est-ce que peut-être que je suis pas aussi bon que je pensais. Moi, à mon niveau, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, quand j'ai eu 3 défaites consécutives, donc tu vois, tu t'entraînes bien comme d'habitude, tu fais que gagner, donc tu es content, tu continues, tu dis ah, j'ai trouvé la bonne formule, tu continues, et boum, d'un seul coup, tu as une défaite. Bon, c'est pas grave, tu retournes à l'entraînement, tu t'entraînes encore plus dur, tu continues, tu refais un peu plus d'efforts, boum, tu perds encore. Et là, du coup, tu commences à dire ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'entraînement où je fais la même chose, c'est un problème avec moi, quelque chose qui va pas. En plus, ton entourage, ça commence à changer, il vient moins un combat. Ton entourage, il commence à te dire mais peut-être t'es trop vieux, peut-être tu devrais arrêter, donc ça te fait douter encore une fois. Il pose des questions bizarres, mais peut-être que tu ferais changer de gym, peut-être que tu ferais changer de coach. Et donc tout ça, ça peut vraiment te faire douter de toi-même. Et donc c'est un truc pas évident à traverser. Personnellement, j'ai une technique pour réussir à traverser ça. Si ça t'intéresse à savoir, mets-moi un commentaire, je te donnerai ma technique. Bon, à côté de ça, je vois sur les réseaux sociaux des mecs qui ont 8 défaites consécutives et qui continuent sans se poser de questions. Vous, les gars, vous êtes tout mon respect. Je ne sais pas comment vous faites. Bravo. Une chose est sûre, si ton coach, pour te remettre confiance en toi, t'emmène en Suède faire des combats clandestins avec des néo-nazis dans une cage en souterrain, barre-toi. Ce n'est pas un bon coach. Et voilà, c'est tout pour les 5 points. Pour le reste, pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Allez, petit extra pour finir. Un truc qui revient beaucoup dans les critiques de la cage, c'est le scénario cliché. Tu vois, le petit gars galérien, tac, qui monte. Ok, oui, c'est vrai, mais cette histoire, on l'a entendue 50 000 fois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la réalité est beaucoup plus dingue que la fiction. C'est rempli de cas absolument fous. Par exemple, regarde, Juan Manuel Marquez, ce boxeur mexicain. Il a fait des études pour être expert comptable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout pour partir dans la boxe. Mais qu'est-ce qui donne envie à un mec qui a tout, qui n'a pas à se poser de questions, qui a un emploi, qui a un entourage,
Qu'est-ce qu'il a envie de boum, d'aller sur un ring, se taper avec des cogneurs, en plus au Mexique, quoi. Le style mexicain est ultra hardcore, on s'en prend plein la gueule. Et donc, qu'est-ce qui donne envie à un mec comme ça de partir boxer quand il a une voix toute faite? D'ailleurs, Manuel Marquez, hein, t'as beau avoir mis KO mon idole Manny Pacquiao, je t'aime quand même. Tiens, d'ailleurs, en parlant de comptable, ça me parle aussi. C'est aussi intéressant, un mec qui fait des études de comptabilité se retrouve à Tokyo, le jour de l'arrivée, donc je descends de l'avion, je me fais larguer par ma copine, j'ai perdu ma valise, un vrai Pierre Richard, je sais pas parler, je sais pas lire, je sais pas écrire. Et 3 ans plus tard, boum, champion du pays. Encore 2 ans après ça, boum, champion du monde contre un gros Thaïlandais violent à Los Angeles. C'est quand même cool. Hop, 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 hop. Non, non, n'en parlez surtout pas à Netflix, parce que sinon, pour mon rôle, ils vont... Donc, chut. Par contre, si toi, ça t'intéresse, eh ben, laisse-moi quelques commentaires, et puis ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo. Et si tu veux voir des trucs cool, au lieu de voir la cage, bah regarde Hong Bak. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu avec l'utilisation de la boxe thaï. Donc, va regarder Hong Bak.